Bilan positif pour les 6 premiers mois de la mise en œuvre de la mesure gouvernementale sur la gratuité des soins au Burkina Faso. La direction des établissements de santé a fait le point à la presse. Le rapport 2016 des femmes, entreprises et le droit du groupe de la Banque mondiale est disponible. Le titre du rapport « Parvenir à l'égalité ». Madame Tazine est notre invitée pour nous expliciter le document. Et puis vague d'actes antiracistes, vague d'actes racistes aux États-Unis depuis l'élection de Donald Trump. Ce sont les réseaux sociaux qui dénoncent ces actes à caractère raciste. De nombreuses plaintes sont enregistrées depuis mercredi contre les supporters du nouveau président américain. Ce sont les titres de cette édition de l'actualité de la mi-journée. Bonjour à tous et bienvenue au Midi Magazine de ce samedi de l'appétit à vous qui êtes à table. Pour ouvrir ce journal, la situation nationale passée au peigne fin par le groupe de réflexion démocratique La République. Les points inscrits à l'ordre du jour de cette revue: les enquêtes parlementaires, le rôle et la place des organisations de la société civile dans le nouveau contexte post-insurrectionnel, la situation sociopolitique, la sécurité. C'était hier à Ouagadougou face aux hommes de médias, Dilaré Hien et Yolande Lompo. Aujourd'hui, le groupe de réflexion démocratique La République sort du simple cadre des réseaux sociaux pour se structurer légalement en un cadre de réflexion et de débat démocratique ouvert à tous les citoyens. Face à la presse, le groupe se livre à un décryptage de la situation sécuritaire et sociopolitique, des enquêtes parlementaires ainsi que du rôle et de la place des OSC dans le nouveau contexte post-insurrectionnel. Qu'autant l'exécutif ou le législatif ne doivent pas s'interférer dans les affaires de la justice, qu'autant aucun parti politique, aucune OSC ne doit mettre la pression sur celle-ci pour mettre en accusation un citoyen burkinabé. C'est dire que la levée de l'immunité parlementaire du président de l'Assemblée nationale ne relève que du juge, seule habilité à juger de son opportunité en fonction de l'avancée du dossier. Selon eux, la célébration de l'an 2 de l'insurrection a été faite dans une confusion. Et certaines organisations de la société civile réclament la dissolution du gouvernement et la levée de l'immunité parlementaire du président de l'Assemblée nationale. Tout en saluant la naissance du Front républicain bis CODER, le groupe déplore. Cependant, la première déclaration du CODER, qui tend à vouloir marcher sur les cadavres de nos martyrs pour aller à la réconciliation par la formation d'un gouvernement d'union nationale sans vérité et justice. Se réjouissant de la publication des derniers rapports sur le foncier et les mines, les membres du groupe invitent par ailleurs le nouveau Parlement à poursuivre ses enquêtes afin que les biens volés soient récupérés. Bilan satisfaisant donc pour les 6 premiers mois de la mise en œuvre des mesures de la gratuité des soins au Burkina Faso. Selon la direction des établissements de santé, 6 millions d'actes gratuits ont été offerts aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans. Des insuffisances ont par ailleurs été relevées, liées surtout à la disponibilité des médicaments et des outils de gestion. Le point a été fait hier à Ouagadougou à la presse. Nous suivons Kwala Nebié et Oumou Sissé. Les participants à cette rencontre sont tous unanimes. La mesure de gratuité des soins est effective dans tous les districts sanitaires depuis 6 mois. Et ce sont environ 6 millions d'actes gratuits qui ont été offerts aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans. Et ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les ONG avec lesquelles nous avons contracté, qui sont allés sur le terrain, au niveau des centres de santé de promotion sociale, au niveau des centres médicaux avec antenne chirurgicale, au niveau des centres hospitaliers régionaux, au niveau même des villages, au niveau communautaire. Ce sont ces ONG qui sont indépendantes, qui nous disent que la gratuité est effective. Malgré ces motifs de satisfaction, des insuffisances sont constatées sur le terrain. En termes de disponibilité du médicament, mais nous travaillons véritablement à ce que nous puissions régler cette question. Il y a aussi des problèmes en termes de disponibilité des outils de gestion. Là aussi, les dispositions sont en train d'être prises pour rendre disponibles ces outils pour améliorer la prise en charge. En dehors de ça, dans les discussions, nous nous sommes rendus compte que
il fallait que nous mettions davantage l'accent sur la qualité des soins parce que gratuité des soins ne doit pas rimer avec baisse de la qualité des soins. La crise qui secoue la CAMEC impacte négativement la mise en œuvre de la mesure. Mais des dispositions sont prises pour qu'il n'y ait pas de rupture de médicaments dans les structures sanitaires, selon le secrétaire général du ministère de la Santé. Et pour permettre aux différentes cibles de toujours bénéficier de soins adéquats, le ministère compte travailler avec les cliniques privées confessionnelles. Un tribunal de grande instance et une maison d'arrêt et de correction pour la province du Kouri-Tenga. C'est la justice qui se rapproche du justiciable, renforçant ainsi les acquis en matière d'accès à la justice au Burkina Faso. La nouvelle juridiction a été officiellement ouverte hier à Koupela et les premiers responsables des deux structures installées dans leurs fonctions respectives. C'était en présence de Césaire Carfo et Maïmouna Traoré. Un tribunal de grande instance et une maison d'arrêt et de correction à Koupela. La justice se rapproche de la population de la province du Kouri-Tenga qui était obligée de se rendre à Tinkodougou à plus de 50 km pour s'offrir les services judiciaires. Ça va également permettre de désengorger, comme on l'a dit, le tribunal de grande instance de Tinkodougou, qui est la troisième juridiction en termes de travail. Et ça va alléger, non seulement permettre à ceux qui sont à Tinkodougou d'avoir moins de travail, puisque tous ceux qui, relevant de la province du Kouri-Tenga, allaient là-bas seront ici. Il lancerait ainsi pour la garde de sécurité pénitentiaire aussi, parce que les personnes en détention qui relèvent de la compétence de cette juridiction vont être déférés ici. Et même ceux qui sont actuellement à Tinkodougou, la loi nous donne 3 mois pour tout réaliser. Ces deux magistrats, le président du tribunal de grande instance et le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Koupela, sont chargés de dire le droit dans cette province. Nous allons souhaiter que la population donc, du Kouri-Tenga puisse s'approprier de ces locaux, donc, de cette justice qui est venue donc, la leur, pouvoir donc solliciter les services, pouvoir donc régler les différends qui vont résulter entre elles et donc en ayant recours au droit. Et pour la mise en œuvre de la politique pénitentiaire, la population peut compter sur ce garde de sécurité pénitentiaire. C'est une nouvelle maison d'arrêt et le fonctionnement est un peu différent qu'une maison d'arrêt qui existait déjà et qui avait déjà été gérée. Ici, on doit tout recommencer et c'est nous, on doit mettre tout en place ici. Donc nous sommes les pionniers. Notre efficacité déterminera également ce qu'on attend aussi. Le tribunal de grande instance de Koupela a une compétence générale sur les matières civiles, pénales et administratives relevant de son ressort territorial. L'ouverture de cette juridiction porte à 25 le nombre de tribunaux de grande instance et de maisons d'arrêt et de correction au Burkina Faso. À Bobo-Dioulasso, les habitants du secteur 30 trépignent d'impatience de voir s'achever les travaux d'aménagement en cours dans leur quartier pour la fin de leur calvaire en termes de mobilité. Les travaux avancent selon le calendrier établi au dire du responsable des chantiers qui a confirmé cela au ministre d'État en charge de l'administration du territoire en visite sur les sites jeudi dernier. Bitibie Naon et Karim Sissé ont suivi la visite de terrain pour nous. Nous sommes au secteur 30 de l'arrondissement 2 de Bobo-Dioulasso, un secteur périphérique de la ville de Sia où la circulation n'est pas du tout aisée eu égard à l'état des voies. Cette situation ne serait bientôt qu'un vieux souvenir avec le démarrage des travaux d'ouverture et d'aménagement des voiries. L'idéal serait de pouvoir apporter le bitume, mais dans un premier temps, si nous arrivons à recharger toutes ces voies, si nous arrivons à esquisser des débuts de canalisation pour permettre un bon écoulement des eaux pluviales, je crois que nous allons faciliter la mobilité et le rendre un peu plus agréable, le cadre de vie de ces populations-là. Il est prévu la viabilisation de 50 km de route à Bobo-Dioulasso. Sur le terrain, les travaux avancent normalement. Il y avait 50 km de voiries traitement de voiries qui avait été prévu au départ. Mais il se trouve que les réalités du terrain sont tout autre chose. Et ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes à quelque chose de 7 km de voies traitées. Pour les riverains, c'est un ouf de soulagement.
La voie est en réflexion, je suis content. Mais il faut aussi réaliser des caniveaux pour faciliter l'évacuation des eaux de pluie. S'ils arrivent à faire cela, ça va nous soulager. À noter que cette opération entre dans le cadre du programme de viabilisation des quartiers nouvellement lotis. Nous restons à Bobo-Dioulasso pour parler réhabilitation de la grande mosquée de Dioulasso-Ba. L'opération va nécessiter plus de 500 millions de francs CFA. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme lance un appel à contribution et lui, il a déjà fait sa part en donnant 150 millions de francs CFA. Il appelle donc toute bonne volonté. Il faut sauver la mosquée de Dioulasso-Ba de l'usure du temps. C'est le cri de cœur lancé par le ministère en charge de la culture en vue de mobiliser les fonds nécessaires à la réhabilitation de cette mosquée. Environ 530 millions de francs CFA seront nécessaires pour offrir ce nouveau visage à l'édifice. Effectivement, nous profitons de vos micros, de vos plumes, de vos caméras pour effectivement lancer cet appel à l'intention de tous les généreux donateurs. On n'exclut personne. De l'écolier jusqu'au professeur d'université, en passant par monsieur tout le monde, c'est un patrimoine culturel national, continental et même disons donc international. Un nouveau visage qui, même sur papier, accroche plus d'un. Pour la communauté musulmane de Bobo-Dioulasso, c'est un honneur de prendre part à la réhabilitation de la mosquée. Les anciens ont construit cette mosquée. Nous n'avons pas eu cette chance-là de participer à sa construction. S'il faut réhabiliter l'édifice, c'est un honneur pour nous, une source de grâce. Donc chacun devrait s'impliquer. Le ministère en charge de la culture y a contribué à hauteur de 150 millions de francs CFA. Mieux, le ministère mène le plaidoyer pour que la mosquée de Dioulasso-Ba soit reconnue par l'UNESCO comme patrimoine mondial. Page entretien de ce journal, le rapport 2016, les femmes, l'entreprise et le droit du groupe de la Banque mondiale prône l'égalité dans le domaine juridique. Madame Tazine Hassan est notre invitée pour nous en parler. Bonjour Madame Tazine. Bonjour Madame. Et bienvenue sur le plateau du Midi Magazine de ce samedi. Alors le rapport 2016 donc, de la Banque mondiale est disponible. Que dit ce rapport? Est-ce que vous pouvez nous résumer les grands axes de ce rapport 2016? Tout d'abord, Madame Marguerite, c'est un plaisir d'être ici. Depuis 2009, le groupe du Banque mondiale publie tous les 2 ans le rapport Les femmes, les entreprises et les droits. Ce rapport global examine les lois, les règlements et les institutions qui entravent la capacité des femmes à travailler, à créer ou à diriger des entreprises. Le rapport couvre 173 pays, y compris le Burkina Faso. Le rapport 2016 était discuté à Ouagadougou au cours d'un atelier régional le 10 et 11 novembre sur le thème « Parvenir à l'égalité » sous le haut patronage de Madame Sika Kaboré, Madame la Première Dame de Faso, et en collaboration avec Madame la Ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. D'accord. Alors, qu'est-ce que ce rapport 2016 dit? Comme je l'ai dit, quelles sont les nouveautés dans ce rapport 2016, des nouveautés par rapport au rapport précédent? Les nouvelles rapports, de nouveaux domaines sont également couverts par ces indicateurs. Par exemple, le congé pour s'occuper d'un parent malade, l'âge légal du mariage et les ordonnances de protection pour les victimes de violences domestiques. Et il est encourageant de constater que la tendance générale est positive. Au cours de 2 dernières années, 65 économies ont adopté
94 réformes visant à améliorer les perspectives économiques des femmes. Et la plupart des réformes ont été introduites dans des économies en développement, dont 18 en Afrique subsaharienne, ce qui démontre la volonté du pays à améliorer l'autonomisation des femmes. D'accord. Madame Tazine, dites-nous comment ce rapport a été conduit. Quelles sont les zones dans lesquelles on a mené cette étude-là? Vous avez parlé de 193 pays, et dont le Burkina Faso, mais les zones géographiques en général, c'est où? Les zones sont à travers du monde. C'est par exemple, c'est aussi l'Asie du Sud, l'Europe de l'Est. C'est vraiment à travers le monde. Et au total, on couvre 173 pays. D'accord. Et le cas spécifique du Burkina Faso, quels sont les domaines où il y a des entraves justement pour cette égalité-là, hommes-femmes, dans le domaine juridique, dans les affaires? C'est quel domaine qui a retenu votre attention? Tout d'abord, c'est important de souligner que le Burkina est en avant-garde sur l'égalité de sexe depuis les années 80. Autrement, il faut relever la vision décrite dans le programme national du gouvernement de travailler sur l'autonomisation des femmes burkinabées. Ces deux points sont clés pour en faire du progrès dans ce qui concerne l'égalité hommes-femmes. Il reste toujours à faire dans la mise en œuvre et les pratiques. En effet, il ne suffit pas juste d'adopter les lois. Il faut également les appliquer. On voit que plusieurs pays, y compris le Burkina, ont des lois en faveur de l'autonomisation des femmes. Mais la différence reste dans leur application. Okay. Ce qui est le cas dans différents pays à travers le monde. Donc, vous estimez que le Burkina Faso est en avance. C'est un exemple à suivre dans le domaine de cette égalité-là. Oui, exactement. Okay. Alors, nous allons parler des comparaisons. Vous avez mené les comparaisons dans quel domaine, hommes-femmes? Quand vous dites qu'il y a des différences, il y a des entraves, il y a des comparaisons que vous avez faites, c'est dans quel domaine? Les données portent sur 7 indicateurs. Il s'agit de l'accès aux institutions, la jouissance de la propriété, l'obtention d'un emploi, l'incitation au travail, les actions en justice, l'accès au crédit et la protection des femmes contre les violences à l'égard des femmes. Madame Tazine, le rapport 2016 est disponible. Qu'est-ce que vous entendez faire de ce rapport? Avant d'annoncer les attentes de le rapport de cet atelier, je voudrais juste souligner son objectif fondamental, qui était déclaré les recherches et discussions politiques sur l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Durant cet atelier, nous avons pris part à des conversations enrichissantes et des échanges très fructueux. Et quelles sont donc nos attentes? Nous espérons que cet atelier et le rapport ont permis à tous les partenaires au développement de montrer les progrès réalisés, les difficultés rencontrées et d'avoir des échanges continus pour l'amélioration de la condition des femmes dans le monde. Est-ce que vous estimez qu'on pourra parvenir à cette égalité parfaite-là? La perfection, c'est toujours impossible. Mais j'espère qu'avec l'unité, en partenariat, les hommes et les femmes peuvent choisir le pas juste
le pas d'égalité parce que c'est vraiment le choix intelligent. Et qu'est-ce que vous allez demander aux femmes? Parce que c'est vrai que ce sont des entraves là que vous avez relevées, mais quel est le rôle de la femme à elle-même pour pouvoir dépasser ces entraves-là? Est-ce qu'elle a un rôle à jouer et quel est ce rôle-là? Qu'est-ce qu'elle doit faire? J'ai trouvé les femmes burkinabées très dynamiques, très fortes. Et c'est exactement les qualités qu'il faut pour s'informer de tout ce qu'il faut autour des lois. Et il faut participer. Il faut participer aussi, joindre en collaboration et parler de ce sujet devant tous les décideurs politiques. Prendre la place. Prendre la place, exactement. D'accord. Alors, Madame Tazine, en tout cas, merci d'être venue nous parler de ce rapport 2016, les femmes, les entreprises et le droit. Qu'est-ce que la Banque mondiale entend mener comme action au Burkina Faso pour parvenir à cette égalité? Est-ce qu'il y a des actions qui sont prévues par votre groupe? Le groupe de la Banque mondiale ont déjà des projets qui soutiennent les partenaires, le gouvernement dans les problématiques de genre. Et j'espère que ça va continuer. Nous avons été très heureux et très honorés d'avoir pu tenir cet atelier d'information sur l'autonomisation économique des femmes ici. Merci Madame Tazine. Je rappelle que nous recevions pour le Midi Magazine de ce samedi Madame Tazine Hassan pour nous parler du rapport 2016 de la Banque mondiale sur la femme, les entreprises et le droit. Madame, vous restez avec nous pour la suite de notre journal. À Ouagadougou, une réflexion se mène sur la promotion de l'élevage traditionnel. Il est question de trouver des solutions pour le développement de l'aviculture et pour l'amélioration des conditions de vie des producteurs. C'est le groupe de réflexion sur la volaille traditionnelle qui a initié ce cadre de réflexion. Des précisions avec Issaka Ouedraogo et Aimé Solange Guigma. La problématique de l'essor de l'aviculture villageoise au centre des discussions de ce groupe de réflexion sur la volaille traditionnelle appelée Task Force. Un comité ad hoc mis en place par le projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire PAPSA en vue d'élaborer des stratégies et des plans d'action à même de relever les défis actuels de la filière. La population est en train de s'accroître. Nous avons l'urbanisation qui fait que les gens consomment beaucoup de viande, par exemple de volaille. Donc, nous avons quand même un défi majeur qui est de résoudre cette équation, l'équation de voir comment l'offre peut satisfaire la demande. Le groupe de réflexion qu'on a mis en place, qui est la Task Force, aura comme tâche de réfléchir pour voir comment on peut aplanir ces difficultés-là, qui sont d'ordre technique, d'ordre organisationnel. L'aviculture traditionnelle est pratiquée par près de 86% des populations rurales au Burkina. Elle constitue un levier pour la croissance économique et un outil de lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire, d'où le soutien de la Banque mondiale. Nous pouvons créer des milliers d'emplois en développant le secteur de la volaille traditionnelle. Également, vous savez qu'en situation de crise, la volaille, c'est l'épargne du pauvre. C'est là-bas qu'il va prélever pour pouvoir résoudre ses besoins. Cette deuxième réunion de la Task Force se veut une rencontre de partage d'expériences et de propositions d'orientation susceptibles de booster durablement la filière volaille locale. Hors de chez nous, le Fonds monétaire international octroie plus de 12 milliards de dollars à l'Égypte pour booster son économie et créer des emplois. Cela en échange de la mise en œuvre des réformes difficiles dans ce pays. L'Égypte accepte par exemple de laisser flotter librement sa monnaie, ce qui devrait permettre d'assurer la stabilité dans les finances publiques.
L'Égypte secourue par le FMI pour sortir de la crise économique qui l'étrangle. Le Fonds monétaire international va débloquer 12 milliards de dollars d'ici 3 ans en échange de la mise en œuvre de difficiles réformes. Objectif, rétablir la compétitivité, doper la croissance et créer des emplois tout en protégeant les plus vulnérables dans un pays où un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. L'aide du FMI va apporter un cadre à la politique publique, nous explique ce consultant, et permettra à la Banque centrale et au gouvernement de régler la question de la monnaie d'ici 3 à 6 mois. Sous la pression du FMI, le pays a accepté de laisser flotter librement sa monnaie, provoquant une dépréciation de 50% par rapport au dollar. Les investisseurs privés analysent la position du FMI et se disent « Ces gars, ils ont regardé la façon dont l'économie se porte, ils ont écouté le gouvernement égyptien et ensemble, ils ont mis en place un programme de réforme qui leur permettra d'assurer la stabilité et de progresser au sein des finances gouvernementales. Désormais, c'est ce que veut voir le capital privé. » Les réformes alimentent un mécontentement croissant, mais le gouvernement n'a pas le choix. Plus de 5 ans après la chute de Moubarak, l'économie souffre de l'instabilité politique et des violences qui ont chassé touristes et investisseurs étrangers. Et puis aux États-Unis d'Amérique, cette recrudescence d'actes racistes depuis l'élection de Donald Trump, des plaintes contre des partisans du nouveau président se multiplient depuis mercredi dernier et ce sont les réseaux sociaux qui dénoncent. Aux États-Unis, les réseaux sociaux dénoncent une recrudescence d'actes à caractère raciste depuis l'élection de Donald Trump. Exemple à Philadelphie, une caméra de surveillance a enregistré cette scène au cours de laquelle un homme a tagué une voiture avec des insultes contre la communauté noire. Point commun avec de nombreuses agressions, à chaque fois, le nom de Donald Trump a été utilisé comme justification. Depuis mercredi, la police américaine aurait enregistré de nombreuses plaintes contre des supporters de Donald Trump pour menaces de mort, agressions physiques et graffitis racistes. Reste maintenant à savoir si ces faits marquent réellement le début d'un nouveau phénomène de masse. Dans le Tennessee, c'est un ancien joueur de football américain qui a découvert sa voiture recouverte d'insultes au lendemain des élections. Mais la communauté noire n'est pas la seule visée, loin de là. De nombreux témoignages affluent sur Facebook ou Twitter pour dénoncer les menaces répétées contre la communauté musulmane. Dans le Michigan, la vidéo qui va suivre a fait le buzz sur Internet. On y entend des enfants demander la construction du fameux mur anti-migrants réclamé par Donald Trump. Voilà, c'est tout pour le Midi Magazine de ce samedi. Merci à vous de nous avoir suivis. Un excellent week-end à tous et à toutes.